David Assouline donc, et Aurélien Taché. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Une question d'un internaute du Figaro qui vous demande, monsieur Retailleau, mais si la justice demain considère qu'il n'y a pas d'affaire, qu'il n'y a pas de condamnation dans l'affaire Benalla, quelle sera la position des sénateurs, si la justice classe tout? La justice peut classer. La justice vous aurez quelle figure peut faire ce qu'elle. La justice. Nous, on a constaté qu'il y avait un écart entre les déclarations et sans doute la vérité. À un moment donné, ils se sont contredits. C'est désormais à la justice, et pas au Sénat, de dire il y a vraiment parjure. C'est à la justice d'établir désormais la réalité des faits. Voilà. David Assouline, donc sénateur socialiste de Paris, et Aurélien Taché, député La République En Marche du Val d'Oise. Peut-être vous avez envie de réagir sur le sujet. David Assouline était. Moi, j'y étais pas au bureau parce que les présidents de groupe ne sont pas au bureau du Sénat. Il a voté. Moi, je suis vice-président du Sénat, donc j'étais au bureau. Je ne vais pas dévoiler la teneur des délibérations, parce que ça aussi, c'est interdit par la loi. Mais par contre, oui, bien sûr que j'ai voté pour. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire autrement si on voulait justement ne pas être dans le jugement politique. C'est-à-dire que il y a eu 25 interventions de gens quand même un peu responsables, s'ils sont au bureau du Sénat, de nuances différentes, et tous ont parlé avec responsabilité, gravité, et ont délibéré en droit et seulement en droit. Je veux le dire parce que j'ai entendu une réaction et puis une interpellation, alors, j'imagine, sur ce thème-là. Moi, j'espère simplement que, voilà, avant de prendre un acte aussi important, parce que c'est pas souvent que la Haute Chambre défère à la justice un rapport d'une commission d'enquête, chacun a bien mesuré de quoi il était question, que si vraiment... Enfin, le rapport de la commission d'enquête, moi, je l'ai un petit peu regardé, ce qu'a écrit Valérie Létard, il y avait quand même des éléments assez précis qui disaient « rien ne nous permet de dire qu'il y a eu mensonge ». Vous avez dénoncé un coup de force, comme tous vos amis politiques. Enfin, je sais que Bruno Retailleau est quelqu'un qui a la politique qui tient ça pour une haute idée, les institutions aussi, le Sénat aussi, les valeurs d'autorité. On est dans un moment où le pays est quand même fracturé, divisé, où tout ce qui peut jeter le discrédit sur des grands serviteurs de l'État ou sur des élus doit quand même être vraiment mesuré au trébuchet. Donc j'espère vraiment que vous avez pris toutes ces précautions et qu'on n'est pas dans quelque chose de politicien, mais je ne peux pas penser ça. Réponse ? Non, bien sûr. Et je redisais la jurisprudence. Pas d'arrière-pensée. Pourquoi est-ce qu'un professeur de médecine qui a sans doute sauvé des vies humaines... Alors on a évoqué le cas déjà tout à l'heure. Ben oui, non, mais d'accord. Sauf que nous, il y a une jurisprudence et nos institutions doivent fonctionner quelle que soit la personne qui est en cause. Autre sujet, David Assouline. Oh non, mais... Le fait de venir devant vous... Vous n'êtes pas gêné, là, Non, pas du tout. C'est votre opposant politique, quand même. Exactement, c'est la vraie opposition à ce que je pense sur le plan politique, économique, social. Mais je le reconnais, depuis que je connais Bruno Retailleau au Sénat, je sais qu'il a deux qualités. D'abord, il est talentueux. Deuxièmement, il s'attache toujours au débat de fond. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, nos différences, elles sont affichées, mais il y a un grand respect. Ce que je lui reproche sur le plan politique, c'est ce que j'ai toujours reproché à la droite. Et d'ailleurs, je constate qu'il est obligé souvent de surjouer son opposition à Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron court derrière ce qu'il a toujours défendu, que ce soit sur les retraites, on voit que c'est Agnès Buzyn qui a parlé de ça, il est d'accord, que les 35 heures c'est un peu passé, les réglementations, la dérégulation du Code du travail, il est d'accord sur les 120 000 fonctionnaires en moins, même il irait beaucoup plus loin. Vous lui dites qu'il est macroniste sans le savoir. Et même quand il fait une loi sur des questions qui pourraient le séparer d'Emmanuel Macron, parce qu'on a cru qu'Emmanuel Macron était libéral sur le plan sociétal, quand il propose une loi, Emmanuel Macron se jette dessus, la reprend et la propose et il la vote dès demain. Donc ce que je reproche, c'est qu'il est vis-à-vis d'Emmanuel Macron aussi libéral que lui, et il lui reproche de l'être pas assez seulement. Et sur le plan sociétal, il lui reproche d'être trop libéral, et donc c'est mes oppositions de fond sur le plan politique. Sur la loi anti-casseurs, juste un mot. Emmanuel Macron est dans la veine du en même temps. C'est quand même inédit que la veille où le texte passait en deuxième lecture au Sénat, le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel sur un texte qui venait bien sûr de son opposition, mais qui avait été repris par son Premier ministre et qui avait été amendé plus durement par son ministre de l'Intérieur. C'est du jamais vu. C'est toujours cette espèce
balancement et d'ambiguïté, en fait. Et d'ambiguïté, parce que j'imaginais... que le Conseil je pense que le Conseil constitutionnel, il ne voulait pas laisser la gauche saisir le Conseil constitutionnel. Moi je ne vous rejoins pas. Je pense qu'on est très différents. Je pense que la droite, celle que j'incarne, avec le macronisme, est très différente. Pour moi, le macronisme, si vous voulez, c'est une évolution qui vient de la gauche, d'ailleurs. Et ce n'est pas pour rien qu'il s'est toujours réclamé de la gauche. Aurélien Taché, d'ailleurs, faisait partie d'un groupe de gauche. Il a milité au Parti socialiste. Et pour moi, c'est pas du tout... J'en ai pas honte. Non, mais... je venais... écoutez, vous voyez une grande différence avec Valéry, par exemple, mais avec Valéry Giscard d'Estaing? Très franchement, oui, parce qu'il Très franchement, alors quoi? Il a vraiment réformé Valéry Giscard d'Estaing. Mais je pense que cette évolution, c'est deux choses. C'est une conversion à une sorte de mondialisation heureuse, à un capitalisme très financier. Moi, je me suis, par exemple, opposé à ADP pour des raisons de fond. Voilà. La privatisation des aéroports de Paris. Exactement. Et à un hyper-individualisme. Voilà, et comme Aurélien Taché d'ailleurs, il a dit un jour, voilà, moi je pense que le libéralisme doit s'étendre aussi sur le champ culturel. Ben, je pense que ça c'est très macronien. On est très éloigné là-dessus en effet, mais... Non mais c'est parfaitement respectable. Mais ça veut dire que notre ADN n'est pas le même. Non, bien sûr, moi pas du tout le même. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce point-là. Je vais vous donner un autre exemple. On n'est pas d'accord. Sur le plan de la liberté économique, moi je pense que l'erreur de beaucoup, parfois de la droite aussi, c'est d'avoir laissé à l'extérieur, par exemple en Europe, très peu de protection, notamment vis-à-vis de nos emplois industriels, l'Europe passoire, on est la zone douanière la moins protégée, et d'avoir augmenté les impôts, c'est-à-dire que c'est impossible d'avoir la liberté à l'extérieur et un contrôle administratif avec un fiscalisme très fort à l'intérieur. Vous avez évoqué des choses où clairement on est en totale opposition effectivement et où vous repensez et vous proposez une pensée conservatrice qui est tout à fait respectable, mais qui est complètement. Je dirais pourquoi. Je vous ai lu un petit peu. D'abord sur la question de l'Europe, effectivement on a deux visions qui sont radicalement opposées. Vous considérez que les institutions en Europe ne sont pas le moyen de faire progresser la démocratie en Europe et qu'il faut revenir à des choses, quand on vous lit entre les lignes, qui sont finalement très intergouvernementales, qui sont très alliance des nations, qui sont pas du tout pour plus d'intégration européenne. Là, c'est sûr qu'on a une divergence de fond. Sur les questions d'identité, évidemment, qu'est-ce que doit être la France, là aussi, moi, je plaide, et à La République En Marche, les progressistes plaident pour une France ouverte, pour une France plurielle. La vision que vous avez de l'identité... pas tellement oui, enfin, on ne propose pas des quotas sur l'immigration familiale ou économique comme monsieur Retailleau. Et moi, vous n'êtes pas différent sur l'Aquarius, par exemple, vous n'avez même pas voulu donner le plat Non, simplement, on veut des règles européennes là-dessus aussi. C'est pour ça que on a mourir en mer. Non, d'abord, on ne fait pas ça. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez que les bateaux ont accosté et qu'on a pu accueillir des migrants en France, qui est le premier pays à le faire. Donc, c'est faux. Et même sur les réformes, là aussi, vous évoquiez, je l'ai vu, le fait que vous n'êtes pas que conservateur et que vous souhaitez des réformes. Mais les réformes que vous proposez, c'est pour revenir en arrière. C'est pour régresser sur les droits. Nous, la réforme des retraites qu'on propose... Vous avez parlé de la retraite juste avant, je vous ai écouté. Vous voulez reculer l'âge légal de départ à la retraite. Nous, on propose une retraite unique pour tous. Est-ce que vous pensez que les droits... Elle a eu l'occasion de redire depuis que ce qu'on voulait, c'était une retraite unique pour tous, de l'égalité devant la retraite pour les Français, mais pas de régresser sur les droits. Donc c'est très conservateur, c'est très cohérent. Très conservateur. Mais ça n'a rien à voir avec avec la République. Je peux m'exprimer. Revenir sur les droits. Jamais un gouvernement n'avait autant matraqué fiscalement et en termes de pension, avec la désindexation, les retraités. Jamais. C'est du jamais vu. Première chose. Donc moi, je veux justement que les droits soient confirmés. Rappelez-le, Bruno Retailleau. Oui, mais vous êtes quelqu'un d'exigeant, donc rappelez-le. Je comprends. Sauf que les retraités ne payent pas de cotisation salariale. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas ce que nous avions proposé au moment de la campagne présidentielle. Deuxième chose, en matière d'Europe, vous dites, c'est par les institutions européennes. Moi, ce que je crois fondamentalement, et là, il y a une vraie différence avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est dans la fuite en avant. Il veut grosso modo l'Europe sans la France. C'est-à-dire qu'il considère qu'il y a une souveraineté européenne, très bien, et du coup, il propose quoi? Il propose une banque, une agence, une espèce de bureaucratie. Mais la bureaucratie, c'est l'antidémocratie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la démocratie vive. Mais la démocratie vit dans la nation. Et c'est quand, regardez par exemple, au moment le plus difficile de la crise européenne, au moment de la crise de l'euro, ceux qui ont sauvé l'euro, c'est Mme Merkel et Nicolas Sarkozy. C'est pas la Commission. Parce que la puissance, parce que les gens, les peuples, quand ça va mal, ils se tournent non pas vers des gens qui sont nommés, mais vers des gens qui sont élus. Moi, j'en tire les conséquences. On peut faire avancer des projets. Moi, je suis pour une Europe avec des coopérations renforcées. Je pense que sur l'énergie, je pense que sur la transition énergétique, je pense que sur l'intelligence artificielle, voilà, il y a de bonnes choses. Sur les droits voisins, David Assouline est un des spécialistes. Bon, il y a un texte qui va dans le bon sens, mais bien sûr, il faut le voter.
Et il y a tant d'autres choses à faire. Mais de grâce, faisons très attention. Quant à la France plurielle, etc., votre vision est celle d'une identité heureuse, votre vision, je suis désolé, est celle d'un multiculturalisme. Je pense qu'aujourd'hui, la France est très divisée. Et je pense qu'on doit revenir à des fondamentaux. Et je pense que la France multiculturelle, c'est une France en peau de léopard, où vous allez juxtaposer des communautés l'une à côté de l'autre. Accepter que la France ne soit pas faite que d'une religion et d'une autre culture ne veut pas dire qu'on va être dans les communautés. Ça veut dire qu'on traite les gens à égalité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut accueillir l'autre, il faut d'abord être soi-même. Et je pense que l'identité, il y a l'identité, il y a l'altérité. Mais il ne peut pas y avoir d'altérité si on n'est pas différent. Voilà. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et on a demandé, vous savez, les Français souffrent d'une angoisse, la dépossession identitaire, culturelle. Je vais prendre un homme de gauche, M. Bouvet, l'insécurité culturelle. Oui, un homme de gauche si on veut. Moi, justement, bien sûr, quand je vous ai dit, quand vous avez donné cette injonction aux Français, la droite pour la gauche, on a donné l'injonction aux Français de ne plus être eux-mêmes, pour accueillir l'autre. Idéologique. Regardez, même la gauche reprend votre on s'entend plus. Mais pour être clair, vous parlez de l'insécurité face à l'islam. Je dis que par rapport au phénomène migratoire, je pense que les Français ont le pouvoir, c'est une démocratie, de dire ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne veulent pas accueillir sur le sol de France. Voilà, c'est un principe, et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est tout. Bon, ça, ok. Ce face-à-face sur la question de l'identité, etc., est assez intéressante parce qu'en fait, vous vous renvoyez d'une certaine façon à vos propres incohérences. Bien entendu qu'une république qui combat les communautarismes, une république laïque, n'est pas une juxtaposition, voilà. Et en même temps, elle doit respecter avec l'égal respect l'ensemble des populations qui la composent, avec leur histoire, leurs origines, etc., et fondre tout cela dans une société commune qui va écrire son histoire et son identité future. Et donc, le fait de pilonner tout le temps, de surjouer la stigmatisation des musulmans n'est pas bon pour la nation. De la même façon, comparer... De la même façon, comparer... Non, mais j'ai envie que les choses soient claires dans le positionnement et les reproches que je peux faire. De la même façon, je pense que vous l'avez regretté après, d'avoir comparé le voile avec un serre-tête est quelque chose d'absolument à côté de la plaque. Alors on va écouter Bruno Retailleau, il répond. Parce que le voile est un outil politique aujourd'hui et on se bat dans le monde pour pouvoir l'enlever. Donc les femmes se battent pour pouvoir l'enlever. Donc moi je suis laïque, non communautaire, mais ouvert. Il faut absolument que, comme dans son passé, la France continue à être forte et sûre d'elle-même parce qu'elle accueille, parce qu'elle n'a pas peur de l'autre. Et dans le monde actuel et dans l'Europe actuelle, le danger, y compris pour les valeurs que je sais que vous partagez, le danger, c'est le repli sur soi, le nationalisme, la xénophobie qui envahit l'Europe, y compris vos alliés politiques comme Viktor Orban, comme Nicolas Sarkozy. Fort et ouvert. Oui, parce que le problème, c'est que la vision d'une société multiculturelle vous conduit à des approximations. Je sais que ça a dû dépasser sans doute votre pensée sur le serre-tête. Mais ça n'est pas possible. Je me souviens de la phrase de M. Castaner, vous savez, sur les mantilles de nos grands-mères. C'est la même chose. Et pour répondre à David Assouline, moi, je ne mets pas en cause les musulmans. Simplement, il y a un problème avec l'idéologie de l'islam politique. Lorsque M. El Karoui, avec l'Institut Montaigne, calcule qu'il y a 28%, près de 30% des Français musulmans qui placent la charia au-dessus de la loi de la République et le Coran au-dessus de la Constitution, mais il faut combattre. Il faut le combattre. Les musulmans en France sont en désaccord et combattent. Exactement. Donc le problème, je ne vous entends pas faire quelque chose qui devient massif dans le monde. L'Église évangéliste, elle fait des élections aux États-Unis, au Brésil. Mais voyez, le relativisme. Non, je ne relativise pas. Vous avez plus loin que ça, parce que vous refusez moi, je ne relativise pas. Je pense qu'il faut combattre avec force. Donc vous dites, David Assouline, vous dites que l'Église évangéliste est à mettre sur le même plan. Je ne suis pas du tout évangéliste. Dans certains domaines.
Mais il y a des endroits où il faut un mal vous terrible. ne pouvez pas comparer. Moi, j'ai été le premier parlementaire en août 2014. Je ne suis pas du tout de profession, évidemment, de confession. Non, mais vous êtes je suis allé en Irak. Mariage pour tous, autre chose. PMA, Mais tout c'est ça. autre. Vous êtes resté très traditionnel. avec une vision de la France. Mais arrêtez. Avec la vision d'une France on peut débattre. On Il faut faire attention aux amalgames. Simplement, c'est pas le problème des musulmans. Simplement, il y a un problème avec l'islam politique. Il faut combattre pied. Alors pourquoi vous dites refuser un islam de France? C'est pas l'islam politique, ça. Je vais vous dire c'est parce que vous pourquoi. considérez que l'identité de la France ne peut pas faire de place à l'islam quel qu'il soit, Bruno Retailleau. Non, parce que ou en tout cas je pas pense égalité que avec la religion catholique, pas égalité avec les autres confessions, ou le fait de ne pas en avoir par ailleurs. Je veux justement que la même loi 1905 s'applique avec la même rigueur pour toutes les religions. Et je veux simplement que la même loi s'applique à l'islam aussi bien qu'à la religion juive, etc. Ce n'est pas ce que j'ai remarqué dans mon prise de position. Et l'islam, je vais m'expliquer sur l'islam de France. Ce sera un échec. Pourquoi? Parce que bricoler un islam de France par le haut, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que 8 ou 9 Français musulmans, donc confession musulmane, sur 10, sont sunnites. Donc il n'y a pas d'église. Et vous risquez justement d'enfreindre cette grande loi de la neutralité de l'État. Et franchement, mais quand la vous dites que République, la France a le droit de définir est-ce que ce le qu'elle veut être, CFCM, et que tout de suite après vous dites qu'il ne faut pas d'islam en France, on comprend bien ce que ça veut dire. Est-ce que la volonté de créer un islam de France, c'est de dire que cette religion n'a pas sa place de la même manière que la religion catholique? Non, mais la religion a sa place pour peu qu'elle... Mais attendez, la religion musulmane, comme les autres, elle a leur place, elle a sa place, pour peu qu'elle respecte la laïcité à la française, la liberté, l'égalité, la fraternité. Comme les autres. Question économique peut-être, David Assouline. Oui, non, mais c'est les contradictions aussi de Bruno Retailleau. Une contradiction importante. Dans ce grand libéralisme que vous prenez, et je pense dans votre prochain livre... vous verrez que c'est un libéralisme enraciné, alors, c'est un libéralisme intelligent. Vous voyez la contradiction, c'est que vous reprochez le laxisme de la gauche en matière de sécurité, là, etc., la loi Retailleau, etc., et vous fermez les yeux sur le fait que dans votre politique, le fait de vouloir supprimer autant de postes de fonctionnaires a fait d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas dit un mot à ce moment-là, a supprimé 9000 emplois de policiers qui serviraient un peu plus que votre loi pour faire qu'il y ait de l'ordre dans le pays et qu'on puisse faire du maintien de l'ordre. Et vous prévoyez encore plus qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il l'a dit 120 000, je crois que Fillon disait 500 000, peut-être vous avez chiffré quelque chose maintenant, mais de toute façon, il y aura moins de policiers avec vous. Réponse. Et il y aura moins de professeurs, et ce sont les piliers pour que la République tienne. La réponse. Non, mais il faut dire aux Français, il faut avoir le langage de la vérité, je crois. On est champion du monde occidental de la dépense publique, oui ou non, c'est vrai. Et on a justement aussi, on est champion du monde et champion d'Europe de la fiscalité, c'est tout. Et si on veut rendre du pouvoir d'achat aux Français, il faudra... Mais le problème des policiers... C'est pas, il faut des policiers qui soient dans la rue. Il ne faut pas des policiers derrière la machine. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que vous savez justement, parce que vous avez vous avez encouragé la gauche un laxisme judiciaire. 5% des délinquants sont à l'origine de 50% des actes de délinquance. Les policiers, s'ils ne sont pas souvent assez nombreux, c'est parce qu'ils en ont marre de voir des délinquants qu'ils arrêtent et qu'ils retrouvent dans la rue, même sur les manifestations. Aurélien Taché prend la parole pour conclure cette séquence. Une dernière question pour moi, Bruno Retailleau. Moi, j'ai été très intéressé par le travail que vous avez entrepris avec votre livre, parce que vous remettez les idées au cœur du débat politique, vous réhabilitez la notion d'idéologie qui est en train de se perdre en politique. Mais alors, petite question, comment vous arrivez à vous sentir heureux dans un parti dirigé par quelqu'un qui fait exactement l'inverse, qui essaye d'amener une politique des tripes à la Trump, qui essaye finalement en permanence de se faire passer pour plus imbécile qu'il n'est, puisque c'est un garçon intelligent, Laurent Wauquiez, justement parce qu'il considère que le débat intellectuel et idéologique, il est intelligent. Mais il a peur de l'admettre et enfin voilà, on est quand même sur l'exacte démarche inverse de celle que vous prenez, qui à mon avis est la meilleure. Après, on n'est pas d'accord, le débat est là, mais ça doit être ça la politique. Aurélien Taché, vous voulez vraiment me fâcher avec toute ma famille politique? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Non, écoutez, simplement. moi je trouve que, très franchement, le fait d'avoir eu le courage de nommer François-Xavier Bellamy avec notre trio, ça montre qu'au moins, Laurent Wauquiez, il est attaché à cette idée d'une refondation. Il faut redonner du sens à l'Europe comme une grande civilisation, et non pas seulement l'Europe comme un mécanisme institutionnel. Bon, quand vous parlez de la droite féodale, la droite Potemkin, qui n'avance qu'à coups de slogan dans votre livre, c'est pas Wauquiez en fait. Non, j'en prends. C'est pour moi aussi, je veux dire que collectivement, je m'explique, vous m'avez interrogé
projet. Je m'explique. Je dis simplement que la droite, depuis longtemps, souvent très impressionnée par les amis de David Assouline, qui détenaient une sorte d'hégémonie médiatique, idéologique, culturelle, la droite, en réalité, a déserté le champ des idées. Et en désertant le champ des idées, elle a réinvesti le culte du chef. Regardez, vous avez messieurs, c'est terminé, c'est terminé. Nicolas Sarkozy qui possédait tous les médias dans le pays. Quasiment. C'est terminé, messieurs. Merci. On va revenir sur ce livre, justement, sur les idées qu'il contient. Aurélien Taché, dans un instant. Merci à Aurélien Taché, merci à David Assouline. Avec Oriane Mancini et Brigitte Boucher qui font leur entrée sur ce plateau. Merci beaucoup, messieurs. Merci.